Merci à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler non pas de technologie, enfin en tout cas, je ne vais pas commencer par parler de technologie dans la mobilité, je vais vous parler d'expérience utilisateur. Parce qu'en fait, on se rend vraiment compte que pour faire accepter des nouvelles façons de se bouger, des nouvelles façons de transporter les gens, il faut que l'expérience soit au niveau. Et donc c'est vraiment ce point d'entrée clé dans les projets, dans les propositions qu'on peut tous faire pour améliorer la mobilité. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, oui, ok, d'accord, mais il va falloir le faire. Et le plus dur, c'est de pouvoir commencer suffisamment tôt dans le projet à travailler sur cette expérience utilisateur. Et comment on fait pourquoi c'est compliqué, en fait? C'est parce qu'un projet de mobilité qui vient intégrer cette dimension d'expérience utilisateur, il va être fait de deux grosses composantes. Vous allez avoir une composante de technologie, qui va être complètement un amas de choses différentes entre du hardware, du software, de l'intelligence artificielle, des services connectés. Tout ça doit marcher ensemble. Et puis de l'autre côté, on a les émotions. Ça, c'est l'expérience utilisateur. C'est ce que vous voulez faire ressentir à vos clients. Et là, vous avez un peu l'explication de ce nom compliqué, Epic and POC. Parce que l'EPIC, c'est une façon de décrire l'intention, la future émotion. Et le POC, c'est le proof of concept, c'est l'assemblage de ces technologies. Et c'est ces deux choses qui doivent marcher ensemble. Mais la difficulté, c'est vraiment de faire marcher ces technologies pour pouvoir tester l'émotion. Et là, on comprend qu'on rentre un peu dans un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les technologies, on ne peut pas tester l'émotion, mais si on n'a pas testé l'émotion, on ne sait pas définir les technologies, et ça fait 2 ans qu'on travaille, voilà, et on n'a toujours rien. Donc pour vous prendre, j'ai pris un petit exemple, un truc un peu simple, hein, la personnalisation basée sur l'utilisateur. On imagine par exemple une voiture partagée, et je veux qu'à chaque fois que je rentre dans la voiture, ce soit ma voiture, ce ne soit pas la voiture de tout le monde, c'est ma voiture. Donc ok, ça c'est un concept, c'est une idée, très bien. Une expérience utilisateur, peut-être, et encore. La vraie, on va commencer à parler d'expérience utilisateur quand on va commencer à creuser. Ok, comment je veux faire ça? Je voudrais, il y en a un premier, je voudrais que ça me reconnaisse, je voudrais que ça me reconnaisse automatiquement. Ou, non, j'ai juste à mettre avec mon téléphone, c'est parti, c'est la clé, ça déverrouille. Et en fait, tout ça, ça va amener une liste de technologies qui doit être mise en œuvre pour arriver à faire que ce concept, ces concepts d'expérience utilisateur, et il n'y a pas un mieux que l'autre, il y en a plein, je vais devoir assembler toutes ces technologies. Là, j'en ai mis quelques-unes, quelques exemples, des clés virtuelles, de l'analyse de contexte, que ce soit de l'utilisateur ou du lieu. La reconnaissance d'utilisateur, ça se fait avec des caméras, avec de l'intelligence artificielle. Et puis, il faut des écrans pour dire bonjour. Et puis, il faut de la lumière pour s'allumer. Enfin, voilà. Donc, c'est cet amas de technologies qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir valider que mon idée, en tant que designer, elle est intéressante, elle a du sens. Ou, en tout cas, elle est bien perçue, elle est comprise par l'utilisateur. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que le cycle de développement classique, on va dire, de technologie, il n'est pas compatible avec cette histoire-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, dans un monde un peu idéal, le designer a le temps de travailler sur son concept d'expérience utilisateur, va essayer de l'expliquer avec un dessin, avec un film, avec un mime peut-être. Et ça va faire une sorte de cahier des charges, mais alors une sorte, parce que ce n'est pas vraiment un cahier des charges. Pour les ingénieurs de la salle, vous savez que ce n'est pas un cahier des charges, pour développer. Donc autant dire qu'on va essayer de développer un truc sur une idée, avec un truc compliqué, parce qu'on a vu qu'il y a quand même un sacré paquet de technologies différentes à mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas un seul ingénieur qui maîtrise l'intelligence artificielle et un siège qui bouge dans 18 axes différents. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est long, c'est compliqué. Voire, on a commencé un peu en avance avant que le designer ait fini d'expliquer pour prendre un peu d'avance. Et puis, on se retrouve à la fin du projet. Et tadam, on lève le voile, on appuie sur le bouton, ouf, ça marche. Ça, c'est quand on a de la chance. Et puis, on présente au CEO, notre super chef. Et puis là, le designer, c'est la première fois qu'il voit son truc fonctionner. Et donc, c'est là où il découvre l'expérience utilisateur qu'il a imaginée, des fois 6 mois avant, des fois un peu plus. Et en fait, pour le designer, c'est là où il dit, c'est là où je vais commencer, parce que je voudrais juste changer ça, je voudrais juste changer la couleur, je voudrais juste mettre finalement que la lumière s'allume avant que j'ouvre la porte, etc. Sauf que le chef de projet il fait, non, mais t'es gentil, là, ça fait 6 mois qu'on bosse, on n'a plus d'argent, on a fini le projet, on passe au suivant. Et rebolote. Et c'est là où, en fait, on vient développer, non pas, on développe pas mal, mais on développe peut-être les mauvaises choses, parce qu'on n'a pas eu le temps de les spécifier et de les creuser. Et donc, en fait, nous, chez Epic and POC, ce qu'on va promouvoir, c'est cette notion de proof of concept, mais pas un proof of concept qu'on va jeter, pas un prototype qu'on fait pour faire beau 5 minutes et pour passer à la suite. Non, c'est quelque chose de linéaire qui va servir dans tout le projet
qui va d'abord servir pour faire ce qu'on appelle un proof of experience. Donc ça veut dire que ça va servir dans les phases initiales du projet pour tester mon expérience. Et ensuite, ça va permettre de communiquer, comme on a vu le projet d'Andreas. Ça va permettre de faire des vrais tests avec des vrais utilisateurs, avec de la vraie techno. Et puis à la fin, ça va finir dans le vrai objet de mobilité, que ce soit une voiture ou autre. Et l'avantage, c'est que si c'est un peu intelligent, ça va aussi capturer de la data. Donc ça va vous aider pour les projets suivants. C'est pour ça que chez Epic & Poc, on a fait, avec un joli bizarre truc graphique, mais qui s'appelle un nouveau cycle de développement, en fait, qu'on articule autour de 3 phases. Le Jumpstart, le Develop et l'expérience. Et moi, je suis là vraiment pour vous parler de la phase Jumpstart, c'est-à-dire de rendre du pouvoir au designer pour maqueter sa propre expérience, pour maqueter son intention, et pour qu'après, ça, il puisse le filer à ses amis développeurs avec le même proof of concept, donc la même technologie, et que ses collègues ingénieurs puissent continuer à développer le futur produit. Pour ça, on a mis en place un espèce de set d'outils qui s'articule autour d'un software qu'on développe nous. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le Ball Studio, qui est un studio no-code, une interface no-code dessinée pour les designers pour qu'ils puissent décrire la logique de fonctionnement de leur futur produit. Et puis de l'autre côté, on s'est rendu compte que bon, parler software, c'est un peu compliqué. Hein. Donc on va faire le hardware, ce qu'on appelle le starter kit, la boîte de Lego, le terrain de jeu avec lesquels vous allez pouvoir jouer et vous allez pouvoir commencer. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'ingénierie, de concevoir un nouveau siège. Je vais vous donner un siège, alors qui ne fera pas tout, mais qui fera une grosse partie, pour pouvoir commencer à jouer avec. Et ça va vous permettre de spécifier, d'expliquer mieux ce que vous attendez du futur siège. Et là, on ne parle plus sur un passage d'informations sur du dessin, ou sur des mimes, etc. On part sur de la description aidée par le langage informatique qui va permettre de garder l'essence de votre projet, l'essence de l'intention de départ, l'expérience utilisateur, tout au long de la vie du projet. Donc ce studio, bon, je l'ai dit, il était no-code, il n'y a pas de code derrière. Moi, je me bats tous les jours pour qu'on enlève les lignes de code. Voilà, c'est ma grande vie, je vous partage mon petit problème personnel. Mais il va vous permettre à terme d'intégrer des nouvelles technologies et surtout de générer ce software qui est inaccessible pour quelqu'un comme moi. Je ne suis pas du tout ingénieur, je suis designer. Et je vais pouvoir générer du software. Et ce software, il va faire bouger ce que vous voyez là à gauche, au milieu, pardon, le starter kit, donc cet ensemble d'objets techniques combinés les uns avec les autres, qui vont être ce qu'on appelle la maquette de votre future expérience. On a aussi, ce que vous voyez à droite, c'est l'incarnation virtuelle en 3D de cet objet que vous pouvez maquiller ou que vous pouvez rhabiller de la façon dont vous voulez, mais qui vous permet de faire une autre projection, non pas par l'usage physique, mais par la visualisation du futur produit. Tout ça, c'est animé par du software. C'est très compliqué. Je ne vais pas vous l'expliquer. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. On sera là pendant les 2 jours. Et puis là, je rebondis sur la présentation d'Andreas, parce qu'on a eu l'occasion d'utiliser cette technologie sur le concept car qu'il nous a présenté. Ça, à quoi ça va servir? Ça va permettre d'aller plus en profondeur dans les concepts techniques qu'on a voulu explorer, sur les interfaces, sur les connexions, sur l'interaction entre les différents objets de ces véhicules. Et puis, il y a une sorte de virtuosité chaque année de réutiliser en fait, des concepts, des composants, qu'on appelle techniques, que vous avez créés tous les ans de manière redondante pour aller de plus en plus vite. Et non pas de recommencer à zéro tous les ans, mais tous les ans d'aller plus en détail, plus en profondeur dans le sujet. Un deuxième case study, c'est ce que vous allez pouvoir voir en bas, qu'on a fait effectivement avec Antoine Charon donc de Soon2Sight et Florestan, et l'Institut Fraunhofer en Allemagne. On a travaillé sur le son spatialisé, donc ce qu'on appelle l'Object-Based Audio, qui va permettre de rendre une meilleure perception de l'entourage en fait, du véhicule, ou de créer des événements type loisirs, etc. Et donc là, on utilise notre outil Ball en fait, pour venir créer un lab autour de ces technologies, parce que bien malin, celui qui sait définir quelle est la bonne expérience utilisateur autour du son spatialisé dans la voiture sans l'avoir testé une première fois. Donc je vous invite à descendre dans la coursive tout à l'heure pour tester et en prendre plein vos oreilles. Voilà, et puis donc, moi je suis un des cofondateurs de Epic & Poc. On est une petite société d'une quinzaine de personnes entre Paris et Sophia Antipolis. Et on est focalisé entre le software et le design pour l'innovation. On a 20 ans d'automobile derrière nous. Et puis voilà, j'ai envie de dire,
Je vous remercie. J'essaie de tenir le chrono.